Bonsoir. Je l'ai dit l'année dernière, je ne suis pas le président du CAP, mais seulement le vice-président. Le président du CAP est autre que Jacques Darras. Donc, vous avez l'habitude, pour ceux qui ont assisté à toutes les conférences, que je fasse un petit discours pour notre région perdue. Je me dis que ça devenait être lassant à force, alors j'ai fait autre chose. C'est-à-dire que je dis exactement la même chose, mais là je l'ai fait sous forme de poème. Donc c'est l'opportunité pour moi de commencer ce soir dans ce beau théâtre et de finir le même jour ma carrière de poète. D'ailleurs c'est un oxymore, hein, carrière de poète. J'aime bien les oxymores. Bon, je me lance. Alors, il faut quand même que je vous prévienne, je n'ai pas été de main morte. J'ai carrément piqué 2 vers à Arthur Rimbaud, hein, tant qu'à faire. Certains d'entre vous les reconnaîtront. Et puis, peut-être... Oui, alors, pour le premier vers, ne le prenez surtout pas à la lettre. Bon, je me lance. Lunettes. À poil les picards. Nus, tout nus. Nus jusqu'aux derniers oripeaux. Nus jusqu'à l'os. Nus sans nom. Sommes-nous voués à errer sans fin au fil de nos horizons, jaune colza, bleu lin, vert, blé tendre? Sommes-nous les marrons de l'histoire? Picards sans ailes, Icare cloués au labyrinthe, nous grattons, creusons, binons, piquons, les hectares de ciel, les airs de terre. Soulevons les marais, ramons les intailles. Au fond des sillons, nous cachons notre langue. Gueule cousue entre Paris et Lille, nous cherchons notre nom. Ah là là, serait-ce l'Alali, un dernier rond-point jauni, une ultime jacquerie? Les lettres ont semé nos champs, les femmes, ils germent encore, les grosses blagues font un tabac, on rit picard au comptoir des mots. Dans nos bouches pleines de terre, repoussent les i. I pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles. A noir, E blanc, I rouge. Bon d'accord, Arthur, mais ici, le i est aussi jaune. Colza puis blés en courbe qui ondulent au soleil. 2 soleils pour sortir de l'ombre. I de rire qui postillonne sur votre monde hideux. 2 i repeints pour dorer le blason. 2 i cuivre, trompette pour sonner compagnie. 2 points sur les i pour crier ton nom. 2 i renversants pour faire exclamation. 3 syllabes. 3 points sur la table de l'histoire. 3 cris résonnant au guichet des apatrides. 3 dimensions dans l'espace infini. Picardie. Merci. Je voudrais dire aussi tout le plaisir que j'ai eu en tant qu'ouvrier du livre et éditeur de travailler avec Jacques pour faire cet ouvrage. Voilà, faire un livre, c'est mettre en cage des mots, et c'est à vous d'ouvrir les cages. Merci, bonne soirée. À Jacques. Alors, prudence. Bon. Moi aussi, bonsoir à vous tous et toutes. Je vais y aller d'un petit texte d'introduction avant de faire une lecture, donc une mini-lecture de poèmes qui figurent dans l'anthologie, puis de dialoguer avec Alexandra Houry, et enfin d'écouter vos questions à propos de tout ce que nous avons vécu ensemble ces 5 dernières années. Donc d'abord un petit texte. Mes chers amis, nous avions pris l'habitude depuis 2016 de nous retrouver un lundi de décembre avant les fêtes de Noël, comme une sorte de cadeau que nous nous donnions à nous-mêmes,
avec la complicité généreuse de Nicolas Ouvray, directeur de ce théâtre, de Francis Foreau, que vous venez d'entendre, président de l'UPA, et de Philippe Leleu, le libraire et l'éditeur de cette anthologie. Nous nous faisions plaisir en parlant de la littérature écrite en langue française par des Picards, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, et en la lisant. Ce faisant, nous nous découvrions une continuité à travers le temps, que certains préfèrent appeler identité. J'ai écrit dans Moi j'aime la Belgique, chez Gallimard 2001, je me cite, « Nous entrons dans un monde de nationalité d'emprunt, provisoire, clandestine. » Ce qui dit que je ne suis pas personnellement un fanatique de l'identité. Cependant, en janvier 2016, nous avons dû contester la décision brutale, incohérente et désinvolte du nouveau Conseil régional d'effacer le nom des toutes jeunes régions administratives, Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Nous nous sommes alors promis de construire ensemble une identité défensive. D'ailleurs, plutôt qu'identité, je préfère dire mémoire. Je me suis ainsi très vite aperçu que personne avant moi n'avait eu l'idée d'articuler entre eux les éléments d'une véritable mémoire littéraire picarde, non pas exclusivement centrée sur la langue picarde, la langue dialectale picarde, proprement dite, comme nous l'avons proposé dans La forêt invisible en 1985, mais en référence à la littérature de langue française écrite par des Français originaires de Picardie ou ayant choisi d'y vivre. J'insiste beaucoup sur la complémentarité. Par Picardie, j'entends la grande Picardie, ce qui a pu surprendre certains d'entre vous, c'est-à-dire composée de l'artois, du hainaut et de la Picardie proprement dite, le reste constituant l'entité flamande. C'est bien la carte de notre nouvelle région. Cette identité picarde floue, transfrontalière, jamais assignée à une autonomie politique ni à un territoire administratif défini, m'a tout de suite plu. J'y ai vu une sorte d'identité baladeuse, ouverte sur le monde extérieur, plastique à des tas d'autres identités, mais toujours solidement terrienne et maritime dans son fond, avec un sens rare de la continuité à travers le temps. Bref, le modèle de l'identité européenne à venir. Sur quoi s'est soudainement abattue sur nous la grande vague pandémique du Covid, emportant avec elle culture comme économie, littérature régionale et mondiale, sociétés locales ou universelles, nous imposant à tous une unique identité, l'identité humaine, faite de simple et pure précarité existentielle. Tous, nous nous sommes vus réduits en quelques semaines à l'anonymat humain. Or, voici qu'après plus d'une année d'incertitude, nous reprenons enfin espoir et vie en ce mois de mai, sortant d'un climat de doute et de dépression. Conscient que le Covid a peut-être emporté quelques-uns de ceux qui, chaque décembre, s'asseyaient sur les merveilleux fauteuils rouges de ce théâtre pour nous écouter, je vais lire en leur hommage une brève anthologie de textes qu'ils ont entendus, anthologie d'anthologie pour ainsi dire, des textes qui donnent sa saveur à notre savoir. Je dialoguerai ensuite avec Alexandra, éminente actrice de la vie littéraire régionale, à propos du livre Tout Picard que j'étais. Vous me poserez enfin vos questions et j'y répondrai et nous y répondrons du mieux que possible. Mais avant toute chose, merci à vous
d'avoir bravé vos peurs et vos lassitudes pour venir poursuivre ce soir avec moi le travail de reconstruction de la mémoire picarde par la littérature. Une école de joie, de dynamisme et d'absolue lucidité. Picardie était un nom, nous allons tous ensemble en faire une mémoire vivante et éternelle. Je vais commencer ma lecture donc par un homme du Moyen-Âge, du XIIe siècle, et aussi début du XIIIe siècle, qui n'a pas connu le Covid, certes, mais qui a connu la lèpre, qui ne devait pas être triste non plus. C'est Jean Bodel d'Arras, le premier auteur en langue française, premier auteur de théâtre connu en langue française, avec le jeu de Saint-Nicolas. C'est un Arageois dont on pense qu'il est né vers 1165 et qu'il est mort en 1210. Il attrape la lèpre, si je puis dire, il est frappé par la lèpre, alors qu'il se préparait à partir pour la croisade, celle de 1202, la 4e croisade, qui allait se traduire par la prise non pas de Jérusalem, mais de Constantinople, de Byzance plus exactement, l'Empire byzantin, et qui a à sa tête un nordique, un picard d'une certaine façon, Baudouin VI de Hainaut, et qui va être nommé le premier empereur d'Orient. Contre la lèpre, il n'y avait qu'un seul remède, c'est-à-dire l'enfermement. Le confinement, mais un confinement à vie. Vous pouvez imaginer ce que ça représentait. Et donc, ce Bodel va donner son congé à tous ses amis, son adieu à tous ses amis. Et c'est le premier testament connu de la littérature française d'expression picarde, avant 200 ans, je le dis bien, 200 ans avant le testament de François Villon, auquel on fait généralement commencer la littérature. Et donc Bodel écrit son congé. J'en lis 3 strophes. Il s'adresse à une des grandes personnalités du monde arageois, du monde poétique arageois, qui était l'organisateur de ce qu'on appelait les jeux partis, c'est-à-dire avant la lettre, c'était du slam, c'est-à-dire qu'il y avait un arbitre, en l'occurrence Jean Bretel, qui convoquait 2 poètes et il leur donnait un thème, par exemple sur l'amour, enfin une question sur l'amour, la conduite amoureuse, et les poètes devaient slammer, quoi, comme dans le monde contemporain, l'un avec l'autre. Bretel, donc. Quelque gré que j'en ai, il me convient me retirer du siècle où ma chance empire pour que Dieu me laisse reposer. Maladie, poison et plaie m'a donné pour mépriser le corps. Il me faut donc m'attendre au pire. Au cœur j'en ai douleur et ire, car de l'autre part Dieu me repaît en me poussant à le servir. C'est au corps que mon jeu est le pire, quel que soit le jeton que je tire. Souffrances qui sur mon cœur dévalent, me font visage meurtri et pâle, me font abattu devenir avant que je trousse ma malle. Dites-moi, concernant Vibert de la Salle, prendrais-je congé sans revenir ? Il me faut chaque jour sans faillir de son noble corps me souvenir qui n'a tumeur osseuse ni cale. Mais que soit fait pour moi autrement, puisque ne puis plus m'asseoir à sa table entre corps sains qui lépreux suis.
Vaste huche Dieu, en toute voie, vôtre suis où que je sois, jamais ne vous trouvez mal disposé. Eussé-je été en la croisade, où je ne devais pas aller, j'eusse peut-être été mieux avec vous. Mais j'ai fait mon propre pèlerinage. Dieu m'a défendu la traversée dont j'avais la volonté. Je l'en tiens néanmoins pour sage. Mort est, j'en ai reçu le message, le sarrasin que je haïssais. Souffrance me boucle la gueule, que j'eus si frivole et si veule. Robert Louchard, dis-moi sans feindre que joie me fuit et m'est seule. Du froment dru en vide et teule suis chu. Ce serait trop me plaindre que rappeler et ressasser souffrance dont Dieu tourment me fait, qui tant m'abatte et tant m'aveugle, qu'aucune qui pourrait m'atteindre ne fut, au regard d'elle plus grande. Quand en vient une, ne vient jamais seule. Le deuxième poète qui me paraît très intéressante pour une anthologie très très courte, comme celle que je fais ce soir, c'est Conon de Béthune. Conon de Béthune, donc la provenance est évidente, Conon de Béthune, je dirais que c'est le premier véritable défenseur de la Picardie. J'en ferai une sorte de totem de ce Conon de Béthune. Ah, c'est pas un type sans doute très, très totalement intéressant. Lui aussi, c'est un croisé. Et à la différence de Jean Baudel, il en est presque le contemporain, eh bien lui va aller à la croisade. Il va aller à la croisade parce qu'il est plus ou moins parent de ce Baudouin VI de Hainaut qui va devenir Baudouin Ier, empereur d'Orient, et qui l'emmène dans ses bagages. Mais avant de partir dans les bagages de Baudouin, donc c'est une ligue, une alliance picarde de toute évidence, il participe à un mariage qui va avoir son importance et il est un des invités de la noce en tant que parent de Baudouin de Hainaut et également en tant que poète. Et donc il va écrire une série de chansons, on en connaît 14 de lui, dont une est particulièrement intéressante, pas simplement pour les historiens, mais également pour les linguistes, et qui nous donne une image sans doute très juste de ce que c'était que la France à l'époque, avec plusieurs cours. Le mariage, donc le marié, c'est Philippe Auguste. Et Philippe Auguste épouse, et contre l'avis de ses parents, et en particulier de sa mère, qui s'appelle Adèle de Champagne et qui est la reine, et qui a épousé Louis VII en troisième noces. Enfin, c'est Louis VII qui épouse en troisième noces, Adèle de Champagne. Et donc, ils ont un fils, enfin, ils sont sauvés, le royaume de France est sauvé. Et quel fils? C'est Philippe Auguste. Et Philippe Auguste, qui grandit donc autour dans le giron, en quelque sorte, de la cour de Champagne, est amené décide que son mariage aura lieu à Bapaume, qui est beaucoup plus près, qui est quasiment voisin du Hainaut. Et ça mécontente fortement sa mère, Adèle de Champagne, et sa demi-sœur, qui est Marie de Champagne. Or, Marie de Champagne, à l'époque, c'est vraiment le parangon de la poésie, c'est l'arrière-petite-fille du troubadour, du célèbre troubadour Guillaume d'Aquitaine. Et donc, tous ces gens-là se trouvent déplacés de Champagne, qui est une cour prestigieuse, fastueuse, vers Bapaume. Bapaume, déjà, qui n'a absolument rien, j'imagine, pour lui, pour elle, en tant que ville. Et donc, il y a une certaine gêne, irritation de la part des gens de Champagne. Et voilà qu'arrive là-dessus, sur ces entrefaites, un poète, picard, qui s'appelle Conon de Béthune, et qui dit sa chanson. Et alors, naturellement, ces personnes qui sont
de Champagne qui ont l'impression qu'elles sont les véritables dépositaires de la chanson amoureuse des troubadours, trouvent qu'ils chantent comme un pied, quoi, en quelque sorte. Et donc, Conon de Béthune, alors, plutôt que de se résigner et de partir la tête basse, se bat, se défend et écrit une chanson en disant tout le mépris qu'il a pour ces gens qui croient bien parler français et qui ne peuvent pas accepter qu'un Picard se mette à chanter. Moult me convie l'amour à être en joie. Moult me convie l'amour à être en joie, alors que de chanter je n'ai plus aise. Il n'est pas content, il ne croit plus en son art, ils l'ont humilié, ils l'ont méprisé, et donc, alors que de chanter je n'ai plus aise. J'ai trop violent désir pour que m'apaise, c'est pourquoi j'ai mis mon chant en arrêt. Je ne chanterai plus, non. Voilà. Effectivement, puisque vous êtes aussi stupide et aussi méprisant, je ne chanterai plus. Parce qu'on blâmait mon langage, les François, et mes chansons devant les Champenois, et devant la comtesse, dont plus me pèse Marie de Champagne, qui est véritablement la grande prêtresse de la poésie des troubadours, la poésie occitane. La reine, Adèle de Champagne, la mère de Philippe Auguste, la reine ne s'est pas montrée si courtoise, me reprenant, elle et son fils le roi. Bien que ma langue ne soit pas toute françoise, pourtant peut-on bien l'entendre en français. Ça, c'est formidable du point de vue philologique et du point de vue linguistique. Ça touche à ce qu'il en est du parler picard à l'époque vis-à-vis du français. On se comprend entre régions. Le picard qui est écrit par Conon de Béthune est un picard littéraire, qui est compris par les Champenois, qui est compris par les Normands, qui a des traits picards. Jacqueline Picoche, l'excellente linguiste qui a collaboré à la première anthologie que j'ai faite avec René Debry et Pierre Rivard, que j'ai intitulée « La forêt invisible », a une introduction que j'ai relue là tout récemment avant de vous parler, et je me dis, elle est extraordinaire, cette introduction. Elle me convainc, moi, particulièrement, et elle dit, finalement, la langue littéraire de l'époque, appelons-la la langue d'Oïl, c'est-à-dire la langue du Nord, elle comportait 70% de mots français, d'une certaine façon, et 30% de mots picards. C'est comme ça qu'elle évalue, en quelque sorte, le rapport. Mais ces 30% de mots picards détonnent aux oreilles des Champenois. Détonnent aux oreilles des Champenois et marquent en quelque sorte, les marques de façon tout à fait péjorative, en quelque sorte. La reine ne s'est pas montrée si courtoise, me reprenant, elle et son fils le roi, bien que ma langue ne soit pas toute française. Pourtant, peut-on bien l'entendre en français? C'est assez clair. Ils ne sont ni éduqués ni courtois. Et alors c'est extraordinaire, c'est une insulte de dire à Marie de Champagne qu'elle n'est pas courtoise, puisque la courtoisie, c'est l'essence même de la poésie occitane. Et donc, vous vous prétendez courtois et vous n'êtes pas courtois. Pourtant, peut-on bien, ils ne sont ni éduqués ni courtois de me reprendre si j'use des mots d'Artois, donc artésien, donc picard, car je ne fus pas élevé à Pontoise. Que vais-je faire? Alors là, il est prudent quand même. Au bout d'un moment, il a sorti son sac, là, dans la deuxième strophe. Il y est allé carrément en leur disant que c'était de gros malotrus, de gros malappris. Que vais-je faire, mon Dieu? Dire mes pensées? Ben, ça y est, c'est fait, il les a dites. Irai-je vers elle, son amour demandé? Alors là, elle en question, c'est une femme qui est peut-être de la cour champenoise. Oil, oui, pardieu, car tels sont les usages qu'on ne peut être trouvert sans quémander. C'est très joli, c'est très beau, ça montre qu'il y a une humilité profonde au fond de l'amour qui fait que la poésie amoureuse doit être consciente en quelque sorte de cette humilité fondamentale de l'amour. On ne peut être trouvert sans quémander.
Si je compose dans un style téméraire, Madame de moi ne doit pas s'offusquer, mais plutôt de l'amour qui m'a fait divaguer. Botte en touche, hein. Plutôt de l'amour qui m'a fait divaguer. Bon, Conon de Béthune, il est vraiment... Alors oui, il va partir à la croisade avec dans les bagages de Baudouin VI, pardon. Et il va... Là, je fais le périlleux, là, c'est de l'équilibre périlleux que j'essaie de faire. Gymnastique pas prévue au programme. Et donc, il va partir dans les bagages et il va jouer un rôle très important dans cette croisade parce qu'il se trouve que Baudouin VI, Baudouin Ier d'Aurignan, meurt en 1219 et il faut un régent, quelqu'un qui assure le pouvoir, et le pouvoir tombe sur Conon de Béthune. Donc c'est un poète guerrier, empereur d'Orient. C'est extraordinaire comme aventure. Vous vous rendez compte le destin que ça peut être? Mais pas de chance, il meurt quelques mois après. Bon. Alors donc, ce Conon de Béthune, moi, il me plaît bien. Il me plaît bien, et puis c'est une mine de renseignements sur ce qu'il en était de la poésie, mais surtout de la langue française à cette époque-là. Je saute les siècles, je passe à La Fontaine. On est en train de célébrer le 400e anniversaire de La Fontaine. Il y a eu une émission que certains d'entre vous ont peut-être vue sur France 2 ou France 5, je ne sais plus très bien, faite par, non, c'est France 2, par Stéphane Bern. C'était pas mauvais comme émission, mais ça s'intéressait essentiellement à Fouquet et à La Fontaine et à Louis XIV. Il est certain que La Fontaine, en allant chez l'intendant Fouquet, qui habitait Vaux-le-Vicomte, le château est toujours visitable et magnifique d'ailleurs. On pense toujours à aller à Versailles, on ne va pas à Vaux-le-Vicomte, c'est un très très joli château. Et puis elle a le souvenir de la présence de La Fontaine dans ce château. Et Château-Thierry, Vaux-le-Vicomte, c'est assez proche dans l'espace. Et donc il sera fidèle à Fouquet. Et Fouquet, vous savez très bien le sort qu'il a attendu et le fait qu'il a été emprisonné par Louis XIV, jaloux de son pouvoir, de la puissance financière qu'il avait prise, enfin ainsi de suite. C'est très intéressant, mais ça ne dit pas quelle était la grandeur de La Fontaine. La Fontaine, il est en marge, il reste à distance, il ne va pas à Versailles, c'est pas un courtisan. Il a suffisamment de lucidité et d'ironie pour tenir la cour à distance. Bien sûr qu'il a choisi le mauvais cheval en pariant sur Fouquet et pas sur Louis XIV. Mais il est à distance. C'est un champenois, bien sûr, mais il est né aux portes de la Champagne, et moi j'ajoute, et de la Picardie. On dit toujours, ah ben oui, c'est un champenois, mais c'est aussi le seul poète qui ose, en quelque sorte, dans une de ses fables, que je vous lis ici, utiliser un proverbe picard qu'il écrit en picard, ce qui montre que lui, qui était si proche des fermes, des fermiers, puisqu'il revenait très souvent à Château-Thierry, et où il était, bien sûr, il avait la charge de garde des eaux et forêts, il a hérité de son père, et qu'il l'assumait, mais aussi parce qu'il aimait le contact avec la nature. Et je trouve qu'on ne fait pas assez pour La Fontaine. Il rentre en grâce aujourd'hui avec l'écologie, avec les animaux, la sensibilité que nous manifestons vis-à-vis des animaux. Et donc, pendant très longtemps, il a été méprisé par les surréalistes, méprisé par Rimbaud. Enfin, du moins, Rimbaud n'en parle même pas, quoi. Il dit entre le Moyen-Âge et puis les voyants du XIXe siècle, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de poète. Mais c'est faux, c'est un magnifique prosodiste. On n'a jamais été plus subtil dans le maniement et l'alternance du vers français, de l'octosyllabe, 8 à l'alexandrin, 12 en passant par le décasyllabe. Je ne connais pas d'aussi grand prosodiste que lui. Peut-être Verlaine, autre homme du Nord, bien évidemment, beaucoup plus tard. Un mort s'en allait tristement s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement enterrer ce mort au plus vite. Notre défunt était en carrosse porté, bien et dûment empaqueté, dans une robe qu'on nomme bière, robe d'été, robe d'hiver. Extraordinaire. Bon, alors, c'est une double fable, je ne lis que la deuxième, la mère, le loup et l'enfant. Ce loup
me remet en mémoire un de ses compagnons qui fut encore mieux pris, il est péri. Voici l'histoire. Un villageois avait à l'écart son logis. Messire Loup attendait chape-chute à la porte. Pendant très longtemps, je me suis trompé sur chape-chute, chape, trait d'union, chute. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je suis sûr que vous ne le savez pas non plus. S'il y avait des prix dans l'émission que nous sommes en train de faire, vous gagneriez un voyage à Château-Thierry. Donc, Messire Loup attendait chape-chute. C'est une bonne aubaine. Une bonne aubaine. Messire Loup attendait chape-chute à la porte. Il avait vu sortir gibier de toutes sortes, veaux de lait, agneaux et brebis, régiment de dindons, enfin bonne provende. Le larron commençait pourtant à s'ennuyer. Il entend un enfant crier. La mère aussitôt le gourmande, le menace, s'il ne se tait, de le donner au loup. L'animal se tient prêt. Remerciant les dieux d'une telle aventure, quand la mère, apaisant sa chère géniture, lui dit « Ne criez point, s'il vient, nous le tuerons !» « Qu'est-ce ceci ?» s'écria le mangeur de moutons. « Dire d'un, puis d'une autre. Est-ce ainsi que l'on traite les gens faits comme moi ? Me prend-on pour un sot ? Que quelque jour ce beau marmot vienne au bois cueillir la noisette ?» Comme il disait ces mots, on sort de la maison, un chien de cour l'arrête, épieux et fourche fier, l'ajuste de toute manière. « Que veniez-vous chercher en ce lieu ?» lui dit-on. Aussitôt il compta l'affaire. « Ah, merci de moi, lui dit la mère. Tu mangeras mon fils ? L'ai-je fait à dessein qu'il assouvisse un jour ta faim ? » On assomma la pauvre bête. Un manant lui coupa le pied droit et la tête. Le seigneur du village à sa porte les mit, et ce dicton picard, alentour, fut écrit. « Biochire-le, n'écoutez-mi, mère un chanche, un fiu qui crie. » Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la littérature française du XVIIe siècle d'un dicton picard retranscrit directement dans une fable. Il ne l'a pas inventé, il l'a entendu, il l'a écouté. Et son ami très proche, dont il a épousé une nièce lointaine, Jean Racine de la Ferté-Milon, c'est pas loin la Ferté-Milon, Château-Thierry. Eh bien, Jean Racine, lui aussi, écoute les picards. Et c'est pourquoi il écrit effectivement les plaideurs. Tout picard que j'ai trouvé un bon apôtre, et je savais claquer mon fouet tout comme un autre. Et il est sympathique, le petit Jean en question, dans la pièce des plaideurs de Jean Racine. Je saute les siècles encore, j'arrive à mon avant-dernier poème, et là, c'est totalement différent, le romantisme est passé par là, on est un peu plus loin, un peu plus près de nous, en quelque sorte, un peu plus près de Paris, dans le Valois, avec Gérard de Nerval. Bien sûr, il est né à Paris d'un couple dont le père était médecin des armées, il a suivi l'armée de Napoléon, et la mère a suivi le père. Et elle est morte en route, et elle a été enterrée en Silésie, dans un cimetière de Silésie, et le jeune Nerval grandit donc avec l'imagination de sa mère. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle il va devenir l'un des plus grands germanistes ? C'est possible, d'une certaine façon. Il a de l'Allemagne, comme tous les romantiques, une vision extrêmement lointaine, rêveuse. Et donc, il va écrire beaucoup de choses, bien entendu, avoir une amitié avec son voisin de Villers-Cotterêts qui s'appelait Alexandre Dumas. Et donc, Dumas et Nerval sont deux Valoisiens, picards, d'une certaine façon, à Paris, eux aussi. Et Nerval, qui va écrire beaucoup de choses, de très très jolies
romans, comment dire, sont des textes en prose comme Sylvie, vous avez lu ça, Aurélia, c'est absolument splendide. Et puis lire ces livres, et puis se promener dans le Valois entre Senlis, Ermenonville, Dammartin, et ça c'est quelque chose, c'est extraordinaire d'émotion parce que le paysage n'a pas beaucoup changé en fait. Et donc il écrit une suite de sonnets, 12 sonnets en alexandrin, 12-12, et ces sonnets s'appellent les chimères. Et dans ces sonnets, il y a bien sûr le premier, le célèbre « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé », le duc d'Aquitaine, bon, ainsi de suite. Ça ne me revient pas à l'instant, je préfère sauter le deuxième vers. Et donc, je passe à celui-ci qui résonne de façon extraordinaire à cette époque écologique, mais d'écologie profonde, de philosophie écologique, et qui pourrait vraiment servir de guide spirituel. Alors, il s'attaque bien sûr au rationalisme du XVIIIe siècle, que d'autres Picards ont merveilleusement bien illustré, que ce soit Condorcet, que ce soit Babeuf et d'autres. Et donc, il les apostrophe, et il leur dit « Mais croyez-vous qu'il n'y ait que la raison sur Terre ?» C'est un poème qui fait réfléchir, de toute évidence. Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose. Un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible et tout sur ton être est puissant. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épille. À la matière même, un verbe est attaché. Ne la fais pas servir à quelque usage impie. Souvent, dans l'être obscur, habite un Dieu caché. Et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Ce dernier vers est extraordinaire. Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Bon, je passe à la dernière. Marceline déborde Valmore, qui pour moi a été une véritable découverte. Je me dis, oui, bien sûr, Aragon en parle dans Le Voyage d'Italie. Il en parle très bien, d'ailleurs. Cette femme qui a eu un destin absolument effroyable et à la fois merveilleux, effroyable parce qu'elle a été ballottée depuis Douai jusqu'à la Martinique, en revenant en tant que comédienne à l'opéra, à Rouen, à Lyon, et finissant à Bruxelles sur les scènes, actrice, mère d'enfants qui vont mourir presque tous en bas âge, d'une sensibilité extraordinaire, aimée des poètes de l'époque, et reconnue. C'est pas Verlaine, Alexandre en parlera, Verlaine en fait une poète ou un poète maudit, et ça je l'avais complètement oublié, mais elle est quand même saluée par Sainte-Beuve, le critique du XIXe siècle, par Victor Hugo également, et donc elle est par Baudelaire aussi, autant que je me souvienne, et donc ça n'est pas une inconnue, mais c'est encore une inconnue pour nous au XXIe siècle, et la lire ici, bon, je ne vais pas lire les plus célèbres de ces poèmes, mais je vais lire simplement un poème qui montre son attachement à sa langue natale, au picard, au rouchy de Valenciennes, en vérité. Alors, le poème que je vais lire n'a pas une sonorité picarde particulièrement, mais il est tendre, quoi. Il est doux. C'est une lyrique extraordinaire.
Marceline. Il y a vraiment deux grandes lyriques en poésie française. Vous m'en citerez peut-être d'autres parce que je ne connais pas tout, mais il y a Louise Labbé au XVIe siècle, et puis il y a Marceline des bords de Valmore. C'est un immense poète. T'es ma fille, t'es ma poule, t'es le petit cœur qui roule tout alentour de mon cœur. T'es le petit Jésus de ta mère. Tiens, il n'y a pas de souffrance amère, que ma fille n'en soit le vainqueur. Il n'y a pas à dire, faut que tu manges, quoi que tu viennes d'avec les anges. Faut manger pour bien grandir, mon enfant, je t'aime tant que ça me lasse. C'est comme une corde qui m'enlace, que ça finit par m'étourdir. Qu'est-ce que ça me fait s'il me manque quelque chose? Envie de dire manque quelque cause. Quand je vois ton petit nez tout rose, tes dents blanches comme des jasmins, je prends tes yeux pour mes étoiles, et quand je te sors de tes toiles, je tiens le bon Dieu dans mes deux mains. T'es ma fille, t'es ma poule, t'es le petit cœur qui roule tout alentour de mon cœur. T'es le petit Jésus de ta mère. Tiens, il n'y a pas de souffrance amère, que ma fille n'en soit le vainqueur. Voilà la petite anthologie que je vous dédie, et que je dédie également à ceux qui sont absents. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie, et je vais répondre au questionnaire, à l'examen d'Alexandra. Alexandra. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons passer avec Jacques une petite demi-heure, 40 minutes, voilà, à échanger. Mais bien sûr, vous pourrez, à l'issue de cet échange, poser vos questions, faire part de vos observations. Il faut que vous ayez le temps aussi de vous exprimer. Alors, Jacques, votre anthologie « Tout Picard que j'étais », c'est la réponse à une indignation. On l'a évoqué tout à l'heure, au moment de la fusion des régions, vous décidez de répondre aux politiques par la littérature, puisque le nom de Picardie est effacé en 2016. Et vous écrivez: le lien historique entre penseurs, écrivains et poètes apparaît si évident des abbayes du haut Moyen-Âge jusqu'au remuant XVIIIe siècle et aux rêveurs mondiaux du XXe, qu'il deviendra impossible, à terme, de refuser à cette vieille région son nom originel. Croyez-vous toujours aujourd'hui que les décideurs pourront revenir en arrière et rendre le nom de Picardie à cette région? Écoutez, mon sentiment, je vais être très honnête, très franc avec vous. D'abord, c'est que je peux vous assurer que le nom de Picardie ne s'effacera jamais. Bon, ça, je crois que je ne me trompe pas trop en faisant cette prophétie. D'abord parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Je ne suis qu'au bout d'une longue chaîne et que je suis au début d'une longue chaîne à venir, dans le futur. J'en suis tout à fait persuadé. On est des ouvriers transitoires, les uns et les autres. J'ai été indigné parce que, sans vouloir m'appesantir sur ce point-là, Normandie est restée Normandie, Bretagne est restée Bretagne, Aquitaine est restée Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté serait resté Bourgogne-Franche-Comté. Bon, on a envie de dire, voilà des conseils régionaux qui ont fait preuve de bon sens. Et comme disait Descartes, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Va voir, oui. Et donc, nous avons eu affaire à des gens de mauvais sens, ou manquant de bon sens, et qui sont précipités, ils ont été parmi les premiers. Je sais toujours, la Picardie, c'est... Comment dire? J'ai vécu ça, moi aussi, à l'université, d'une certaine façon. Comment dire? J'entendais hier quelqu'un qui disait, oui, c'était Jean-Pierre Le Goff, qui disait, je suis conservateur. C'est un homme de gauche. Et je dis, je suis conservateur. Je ne suis pas réactionnaire. Moi, je peux prendre ce compliment, ou du moins cette question, cette qualité, à mon compte. Je suis conservateur et pas réactionnaire. Il y a des choses à conserver dans notre histoire, dans notre mémoire. Picardie, c'est un mot qui se perd dans la nuit des temps, XIe siècle. Il apparaît chez des historiens. Mais il apparaît, et ça, je l'ai mis en valeur, en lumière, et je crois être un des tout premiers à le faire. Et on ne peut pas me contredire sur ce point-là, c'est un travail d'historien. Il apparaît avec la nation picarde,
Alors certes, ce n'est pas une nation populaire, c'est une nation intellectuelle, nation culturelle. Mais... Et c'est la Sorbonne, c'est au moment. Et c'est la Sorbonne. C'est la Sorbonne. Voilà, cinq nations. Quatre nations. La française, la normande, l'anglaise et la picarde. Et quand l'anglaise c'est avéré. Et quand l'anglaise fera son Brexit, à l'époque, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils font leur Brexit, il faut dire qu'on les y a aidés un tout petit peu. Le fameux Philippe Auguste, je le rappelle, à la bataille de Bouvines en 1210, il fiche une baigne et aux Anglais et aux Allemands. Aïe, aïe, aïe. À Othon, l'empereur, il le renvoie à Patresse, et Jean Santerre, qui... Alors, quand on voit une carte de la France en 1210, 1214, Bouvines, quand on voit une carte de la France, à l'époque, mais c'est incroyable. C'est au 4/5e anglais. Et c'est au 4/5e anglais. Il faut voir d'où elle vient, la monarchie française. C'est une monarchie combattante, agressive, qui se bat déjà contre les Anglais. Ça va prendre 5 siècles. Puis après, contre les Allemands, jusqu'à hier. Et c'est ça. Alors donc, la Picardie, dans ce monde-là, eh bien, elle est un gouvernement militaire, forcément, la frontière de Paris. Comme l'Empire austro-hongrois est aux portes de la Picardie, eh bien, c'est forcément une frontière militaire. Et donc, c'est d'abord un gouvernement militaire, déjà sous Louis XI. Ensuite, 1542, j'ai retenu la date, ça devient une généralité. Alors, et la généralité, elle monte jusqu'à Calais. Et elle va rester jusqu'à la Révolution française, jusqu'à Calais. Calais est Picard, quoi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Boulogne, Calais, c'est Picard. Et de l'autre côté, il y aura la généralité de Lille, 1698-99, donc tout juste conquise par Louis XIV, et généralité de Valenciennes. Mais la partie du Hainaut, Cambrai, et ainsi de suite, et Laon, c'est la Picardie. C'est ce que j'appelle la Grande Picardie, et ça, on ne peut pas non plus le disputer, en quelque sorte. Donc voilà pourquoi je me suis dit, vraiment, ces gens-là, ils sont incultes. Manque de bon sens. Ils sont incultes, manque de bon sens et manque de culture, nom d'une pipe. Alors, quand est-ce que les politiques auront de la culture ? Ça va être un autre débat, peut-être pour la sixième rencontre. Oui, peut-être, pour la 6e rencontre. Alors, cette grande Picardie, effectivement, Aisne, Oise, Somme, Artois, Hainaut, Flandre française que vous évoquez, elle est avérée dès le XIIIe siècle et vous en fournissez vraiment les explications dans les livres. Qu'est-ce qui nous unit, nous, Picards ? Vous posez cette question, dans ce grand territoire, c'est avant tout une langue vernaculaire qui nous unit. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette langue ? Je crois déjà l'avoir dit plus ou moins, reportez-vous à la forêt invisible. Alors, elle est tellement invisible qu'on ne la voit plus du tout parce qu'elle demande réédition. Ouais. Quoi. Je me tourne vers les éditeurs potentiels. Philippe, un jour, il faudra rééditer la forêt invisible, éventuellement augmenter de nouveaux textes que Pierre Rivard aurait dénichés, quoi. Il aurait trouvé, et puis des plus contemporains. Alors, elle est merveilleuse de clarté, de lucidité, cette préface de Jacqueline Picoche. Elle dit, très précisément, c'est une langue littéraire à l'origine. Tous ces auteurs, Baudel, Adam de la Halle, tous ces gens-là, c'est une langue littéraire. L'état, prototype d'avant cette littérature-là, c'est la fameuse cantilène de Lally, de Sainte-Eulalie, qui est déposée, dont le manuscrit est déposé à la bibliothèque de Valenciennes aujourd'hui, qui date du 8e siècle, 7e, 8e siècle. Et là, ce qu'on voit, c'est la langue romane, tant méditerranéenne, tant italienne, tant latine, tant occitane que picarde. C'est un mélange joyeux de tout. Se dégage du latin. C'est le roman qui se dégage du latin, 8e siècle. Et puis, alors, les abbayes, je sais qu'il y a une question sur les abbayes, je réponds avant que vous me la posiez. Les abbayes vont conserver le latin. Elles vont être essentiellement des réservoirs à latin, quoi. Tout le monde écrit latin, parle latin dans les abbayes. La langue littéraire, la langue officielle, la langue des lettrés et le latin. Par exemple, à Saint-Riquier, Angilbert, qui est le gendre de Charlemagne,
est un poète en latin. Très beau poète, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a jamais été traduit et publié là, chez nous. Ariulf, qui est le premier historien de Saint-Riquier et de Charlemagne, écrit des poèmes en latin sur le Ponthieu, mais à pleurer, quoi, tellement c'est beau, c'est incroyable. Bon, alors c'est du latin, d'abord. Et puis, comme on parle autour, comme les abbayes sont plus ou moins entourées de gens, recrutent des gens qui, entre eux, parlent le picard, enfin, parlent en quelque sorte. Donc, là, c'est des abbayes que vont venir les premiers textes en français matinés, teintés de picard, en quelque sorte. Les premiers textes, c'est des textes qui sortent de l'abbaye de Froidmont, là-bas, du côté de Beauvais, Hélinan de Froidmont, avec les vers de la mort. On comprend, d'une certaine façon, que ça a eu un succès. Il paraît que ça a eu un succès phénoménal. Et que lire en chair, si je puis dire, en chair CHAIRE, les vers de la mort d'Hélinan de Froidmont, à l'époque, c'était mieux que... C'était du rap avant l'heure, quoi. C'était franchement... ça décoiffait, hein, ça dégageait. Et c'était, en français, compréhensible par tout le monde. C'est des abbayes que ça sort, le français. Hélinan de Froidmont, le Miserere du Ranclus de Molien. Et puis après, ça arrive dans le théâtre. Baudel, le jeu de Saint-Nicolas, et Adam de la Halle, le jeu de la Feuillée. Ça va très vite, très très vite. Le français, et à ça il faut ajouter les scribes, puisqu'il n'y a que des manuscrits à l'époque. On recopie donc les textes qu'on entend à partir des originaux. Et il y a au XIIIe siècle ce qu'on appelle la scripta picarde, où Arras étant la ville prospère par excellence, bourgeoisie marchande et en même temps littéraire, puisqu'il y a une grande société littéraire arageoise, eh bien, on adopte, c'est la mode, c'est un effet de mode. On se met à écrire, au lieu du son que, eh ben, c'est la lettre K, enfin, c'est les K durs en quelque sorte. Puis ensuite, ça décline. Et ça décline avec le déclin de la prospérité du Nord. Et au XIXe siècle, cette langue qui est littéraire, qui est mi-française, mi-picarde, et même aux trois quarts française et un quart picarde, avec la Révolution romantique, elle va d'un seul coup se rapprocher de la langue populaire. On l'a vu avec Marceline Desbordes-Valmore que vous avez lu. Elle est sur le chemin du rapprochement. Et à la fin du XIXe siècle, il y a des lettrés qui vont écrire en picard celui qu'ils entendent dans les fermes, dans les villages. Ils vont les recueillir, pas au magnétophone, pas encore, mais ils vont les chercher. Et donc, ils vont se mettre, ces lettrés-là, à la fin du XIXe, et ça, je renvoie aussi à la forêt invisible, ils vont se mettre à écrire le plus près possible du picard, parlé par des fermiers, par des gens du peuple. D'où Schlancheron, par exemple, c'est ça. Schlancheron, c'est ça, c'est un picard qu'il est difficile de suivre quand on n'est pas formé. On s'habitue assez vite, effectivement. Mais c'est des gens lettrés qui écrivent dans une langue populaire. Et quelle filiation entre le picard de la nation picarde, dont vous avez décrit l'évolution, et le picard qui est encore parlé aujourd'hui dans notre région? Ça, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre, parce qu'on n'a pas d'enregistrement du picard que parlaient les étudiants picards à Paris. Dans sa préface de La forêt invisible, je pense qu'elle évoque aussi ce sujet. Dans La forêt invisible. Oui, dans La forêt invisible. Oui, je crois il me semble qu'elle évoque. Elle est plus nuancée que je ne peux l'être. Que l'affination n'est pas tout à fait directe. Bien sûr, mais en fait, ce serait extraordinaire de mesurer l'écart entre la langue populaire du XIIIe siècle, le picard populaire du XIIIe siècle, et le picard lettré, qui est du français, avec des traits picards. Et alors là, on dirait, oh là là, l'écart qu'il peut y avoir entre ces deux langues. Alors aujourd'hui, on a ces lettrés qui vont parler comme les gens du Vimeux. Moi, j'ai connu de très bons instituteurs qui venaient chez mes parents à Ille-au-Clocher et qui étaient des grands instituteurs dans le Vimeux, les Dufresne, les Savary, tous ces gens-là. Et une fois qu'ils ont appris le français à leurs petits élèves, ils sont devenus d'extraordinaires picardisants. Et à la fin, ils ne parlaient plus que picard.
Et quand il voit mon père, qui était au contraire un francisant pur et dur, il souriait, mais jaune un peu, quand il les entendait. Puis il faisait exprès de se moquer de lui, d'une certaine façon. Moi, je rigolais bien, parce que c'était mon père, et donc, d'une certaine façon, on rigole toujours de son père, quoi. Et donc, je les entendais, ils s'apostrophaient en picard. Ils étaient libres, enfin, ils étaient libres. Ils avaient l'impression d'avoir une liberté retrouvée, quoi. Et c'est une question dont on parle beaucoup en ce moment, qui est extrêmement contemporaine. Eh bien, vous avez vu la loi Molac ? La loi Molac, oui. La loi Molac, là, qui vient de ça. Moi, je l'ai signée. Oui. Je fais partie des 200. N'est-ce pas, Francis ? Et donc, je fais partie des 200 avec Lucien Suel et Éloi, l'universitaire. Je ne sais plus son prénom. Jean-Pierre ? Jean-Michel Éloi. Bon, ben, on est 3 à avoir signé pour le Picard. Mais c'est étonnant ce qui s'est passé. Tout le monde a été pris par surprise. Tout le monde a été pris par surprise. Personne n'attendait cette loi. Et alors, le Conseil constitutionnel, là, il essaie de monter au créneau. Il y a des linguistes comme Bentolila qui monte au créneau. Il dit oui, mais je crois que ça passera. Je crois que ça va rester. Et notre ami Olivier Angelard, avec Anne, la présidente, vont au rectorat de Lille le 18 juin prochain, l'appel du 18 juin. Au nom de ils vont essayer de défendre l'enseignement, une part d'enseignement de Picard. Alors, je dis ceci parce que ça me paraît très important. Ce que j'ai essayé de faire, moi, parce que je pense que j'ai fait mon boulot, quoi. J'ai fait mon travail. J'ai fait la forêt invisible, enfin, j'ai rassemblé la forêt invisible, et croyez-moi, ça n'a pas été simple. Et j'ai écrit cette anthologie, Tout Picard que j'étais, et puis Poètes médiévaux du nord de la France, donc j'ai une trilogie, là, dont je suis assez content, pour vous dire la vérité, je le dis très franchement, à d'autres de suivre le travail, et surtout, à l'avenir, ne pas dissocier l'enseignement de la langue dialectale picarde, la langue picarde, en quelque sorte, de la langue française des Picards qui ont écrit en français. Surtout, ne pas les dissocier, ne pas les opposer, mais plutôt de les voir complémentaires, comme complémentaires. Et ça, si on arrive à tenir ça, alors à ce moment-là, je réponds à votre première question, le Picard reviendra un jour. Parce que ces régions, elles sont mal foutues. Elles sont mal foutues. La Cour des comptes, là, tout récemment, a montré que ça avait coûté le double, que ça coûtait bien plus. Et ça, c'était encore une question de bon sens. On savait très bien que ça allait coûter très cher. D'une part, alors, je ne vais pas me lancer parce que sinon... Vous laissez une grande part dans le livre à l'explosion littéraire arageoise, avec les Phatrasies que vous évoquiez tout à l'heure. C'est la naissance du théâtre en langue vernaculaire. Et vous évoquez Adam de la Halle, donc dit le bossu d'Arras, né vers 1240. À son sujet, vous écrivez « J'ai de la tendresse pour lui, je n'ai cessé d'écrire sur lui, m'adressant à lui au-delà des siècles, comme s'il était mon frère. Je sens constamment sa présence à mes côtés, il est une inspiration vivante, et si j'ai entrepris ce projet fou que je suis en train de vous faire partager, c'est bien en partie pour lui rendre justice. » Comment expliquez-vous cet attachement presque surnaturel, non ? Comment dire ? Chaque fois que je vais sur les places d'Arras, j'ai une grosse émotion. Très grosse émotion, mais vraiment, quoi. Je sens des vibrations extraordinaires. Je suis rationaliste, je suis rationnel, disons rationnel, rationaliste jusqu'à un certain point, le point dont parle Gérard de Nerval. Mais quand je suis à Arras, que je me tiens au milieu de la petite place, la place des héros, je suis ému, mais vraiment ému. Parce que là, il s'est joué quelque chose, le 3 juin 1276. 3 juin 1276. On a pu dater, ça vaut ce que ça vaut, mais la représentation de la pièce d'Adam de la Halle qui s'appelle le jeu de la feuillée. La feuillée, c'est la folie, c'est une feuillette de vin, on parlait de feuillette de vin à l'époque, c'est la feuillée parce qu'il y avait une fête à Marie, la patronne des poètes, celle qui avait guéri le mal des ardents, à l'époque, et donc tout ça est condensé dans le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle. Et je crois que
j'ai fait une traduction qui a été montée à la Comédie Française. Je faisais une parenthèse parce que cette pièce, pour la première fois, fait partie du répertoire de la Comédie Française. C'est Marcel Bozonnet, le directeur de la Comédie Française, qui a inscrit cette pièce, dans ma traduction, au patrimoine de la Comédie Française. Donc un jour, j'espère qu'elle sera remontée. C'est la pièce la plus moderne qui soit. Adam de la Halle s'y met en scène. Le metteur en scène se met en scène. Et fait passer devant lui tous les bourgeois d'Arras qu'il connaît. Mais comme il les critique, il n'y a qu'une représentation. Le lendemain, il prend ses clics et ses claques et il s'en va, il se sauve. Il y a un docteur, il y a un prêtre, ils délirent tous. Et il y a un fou qu'on appelle Dervé, Dervé. Et mais on a l'impression que... Mais je voudrais voir cette pièce. Et je le dis aux Arageois, mais ils sont curieux, les Arageois. Je les trouve curieux. Je leur dirais, mais s'il y a les Arageois dans la salle, je vous le dis. Ils sont curieux, ils sont coincés dans leur patrimoine. Mais ils ont là du trésor, des pépites. Jean Baudel, le jeu de Saint-Nicolas, ils vont... C'est un sultan... un sultan, donc, qui fait prisonnier un chrétien. Et le chrétien, il s'aperçoit que le chrétien, il prie toujours Saint-Nicolas. Et donc, il met une croix sur le trésor du sultan et il dit, tu verras, ça va protéger ton trésor. Et puis, il y a, dans la pièce à côté, c'est-à-dire 1000 kilomètres plus loin, à Arras, une taverne. Et il y a des bandits, ils sont incroyables, quoi. C'est des buveurs, joueurs de dés, enfin, ainsi de suite, qui disent il y a un trésor à côté, on va aller le piquer. Hein. Et toi, l'aubergiste, est avec nous parce que tu vas avoir ta part. Quoi. On ne peut pas te payer tout de suite, mais tu vas avoir avec le trésor qu'on va te rapporter, là, tu auras amplement ta part. Ils vont voler le trésor. Le théâtre, c'est extraordinaire, puisqu'on peut faire coexister l'Orient et Arras, la taverne d'Arras, là, où ils sont en train de jouer au dé. Il y a une scène absolument délirante. Et puis, voilà que le lendemain matin, le sultan... « Mon trésor est volé !» Et donc... et alors Saint-Nicolas sort des nuages et va dire aux brillants du café, dit, hey, bon, ça va, c'est fait de mariole, quoi. Allez, vous allez y rapporter le trésor. Et donc, il rapporte le trésor, le sultan le retrouve, et il devient chrétien, parce que... Et oui. En disant, dis donc, ton Dieu, il est vraiment formidable, quoi, quand même. Moi, je soupçonne Baudel, qui dit qu'il fait des grandes déclarations, qu'il va partir en croisade. Il dit d'une certaine façon, déjà dans cette pièce du jeu de Saint-Nicolas, vous savez, il y a des manières de s'arranger. Hein. Il y a des manières de s'arranger, c'est pas la peine d'aller faire la guerre, quoi. Après tout, on peut très bien s'arranger. C'est une question d'argent, quoi, une question de... Enfin, voilà. C'est sous-jacent, c'est une critique larvée, comme ça. C'est une pièce extraordinaire, on l'imagine monter en termes modernes, contemporains. Et le jeu de la feuillée, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent à Arras pour en faire... C'est vraiment qu'on est devenu des nations d'illettrés, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi, des nations d'illettrés. C'est un trésor, c'est là qu'il est le trésor, là. Est-ce que cette grande liberté d'esprit qu'on trouve en Artois, on la retrouve également à cette époque en Picardie, alors cette fois au sens de l'Aisne, l'Oise et la Saône? En Picardie, c'est différent parce qu'il y a la cathédrale. La cathédrale, elle est construite entre 1220 et 1280. 60 ans, c'est la construction la plus rapide de toutes. D'où son grande homogénéité, sa beauté extraordinaire, beauté sévère, beauté austère, beauté presque géométrique, mais spirituelle de façon étonnante, quoi. Mais ça occupe les Amiénois de 1220 à 1280. Et le seul qui, à l'époque, vraiment fait irruption du point de vue littéraire, c'est Richard de Fournival. Richard de Fournival qui écrit un bestiaire d'amour où il marie la courtoisie occitane, la séduction auprès des femmes et les animaux,
les animaux de la fable. Le loup, le lion, l'éléphant, enfin ainsi de suite. C'est un texte aussi merveilleux, quoi. Je suis sûr que La Fontaine l'avait lu, qu'il ne pouvait pas ne pas le connaître, ce bestiaire d'amour. Et donc, il est le seul. C'est à la fois un lettré, il est chanoine du chapitre d'Amiens, de la collégiale, de la cathédrale d'Amiens. Et il est en même temps chirurgien. Vous vous rendez compte, on faisait beaucoup de choses à la fois en même temps à l'époque. Et il a une dispense du pape, il obtient une dispense du pape pour pouvoir opérer, pour pouvoir être chirurgien. C'est un personnage extraordinaire. Mais alors, curieusement, la cathédrale se monte sous ses yeux, devant ses yeux. Il en est le chanoine principal du chapitre. On n'a pas de texte de lui disant... comme si ça allait de soi, quoi, comme si ça n'avait pas posé de problème. Amiens avait sa cathédrale. Mais on s'est dit, devant une œuvre aussi gigantesque, quand même, ça a dû les soulever, les sublimer, les transcender, quoi. Eh bien non. Et par contre, au nord, à partir d'Arras, j'exagère, mais il n'y a plus de cathédrale. Il y a des beffrois. Il y a des places. Et des grandes places. Des grandes places. C'est extraordinaire. D'Arras jusqu'à Lille et la Belgique, c'est des grandes places. Alors ça me plonge dans des abîmes de réflexion, quoi. La communauté, et je réponds indirectement à votre question, la communauté amiénoise, champenoise est une communauté chrétienne, très fortement christianisée, et la communauté arageoise, les communautés Saint-Quentin également, Saint-Quentin, la collégiale de Saint-Quentin, je crois que c'est la basilique de Saint-Quentin, donc est à l'écart de la grande place de Saint-Quentin. Ce sont des communautés, oserais-je le mot démocratique? Oui. Vous l'osez dans le livre. Je l'ose dans le livre, mais alors c'est pas la même chose que de l'oser. C'est pas la même chose que de l'oser tout haut devant une salle comme ça, d'une certaine façon. Donc, communauté républicaine, d'une certaine manière, et c'est Arras, c'est le destin d'Arras, quoi. Bon, jusqu'à Robespierre, et ainsi de suite. Oui, on va en parler, effectivement, de nos esprits frondeurs. Auparavant, un petit détour peut-être par les guerres, parce qu'elles ont laminé le territoire, c'est le moins qu'on puisse dire, à de nombreuses époques. Est-ce qu'elles ont modelé, selon vous, le paysage littéraire de cette grande Picardie? Elles ont fait de la Picardie proprement dite, la petite Picardie, une terre qui a passé constamment de main en main. Entre Charles le Téméraire et Louis XI, les villes de la Somme, c'est-à-dire de Péronne jusqu'à Saint-Valery, passent 3-4 fois aux mains de Louis XI, puis aux mains de Charles le Téméraire, puis retour à Louis XI. Je voyais à Rue, par exemple, puisque le Ponthieu m'est très cher, à Rue, tout le monde connaît la chapelle du Saint-Esprit à Rue. Et donc, elle est construite, elle commence la construction sous les Bourguignons. D'ailleurs, je pense que le style flamboyant est un style qui, moi, me paraît bourguignon. Et puis, elle revient à Louis XI, et Louis XI renchérit, lui donne bien plus d'argent que n'en avait donné Philippe II de Bourgogne. Et donc, c'est des villes disputées, quoi. C'est une frontière, il n'y a rien à faire, disputée, sans arrêt. Et alors, j'attends que des historiens fassent l'histoire de Senlis et l'histoire d'Arras. Curieusement, il n'y a pas d'histoire dans la continuité. C'est pour ça que je suis si content d'avoir fait cette histoire dans la continuité. Parce qu'il y a toujours des experts du XVe siècle, du XVIe siècle. Et alors, il faut mettre bout à bout, quoi. Le lecteur, on dit au lecteur, fais ton travail, rassemble tout ça. Mais non. Jamais une ville, il y a 2 villes qui ont été des villes de traité, c'est-à-dire pour mettre fin à la guerre, Arras et Senlis. J'exagère à peine si je dis qu'il y a eu au moins 15 traités de paix à Arras. Et peut-être presque autant à Senlis. C'est une réponse à la question, quoi. C'est une réponse à la question, franchement. Pour moi, le nord de la France, c'est la reconquête de Paris. Partie de Paris. C'est la monarchie française, et c'est pourquoi le Haut-de-France, mais ça m'énerve. C'est exactement comme si on était retourné à la monarchie. Comme si c'était l'Île-de-France qui était c'est la France, là où c'est la France. Non, c'est pas la France.
C'est une nuance de la France. C'est une version de la France. Et plus nous aurons de versions différentes de la France, plus la France sera forte et respectée. Mais bon Dieu, ne cadenassez pas la France. Enfin, mais c'est invraisemblable. Alors là, c'est des réactionnaires, c'est pas des conservateurs. Franchement, regardez, on peut toutes les étapes. Hein. Effectivement, donc j'ai dit Bouvines, 1214, 1477, Charles le Téméraire. Et puis ensuite, 1640, prise d'Arras, 1667, prise de Lille. Eh bien, 1713, paix d'Utrecht. Et là, à partir de 1713, l'île devient française. C'est hier, c'est avant-hier. Ouais. C'est avant-hier, quoi. C'est vraiment ça, le Nord, c'est une succession de conquêtes. Et regardez, la même chose, le territoire, le Grand Est. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas Lorraine, il ne fallait pas Alsace, il ne fallait pas Champagne. Enfin, comme par hasard, c'est là, c'est les frontières militaires. C'est curieux quand même. C'est curieux. Et moi, je regarde ce que les Alsaciens, et ils ont tout à fait raison, ils ont créé une communauté d'Alsace. Ils se rassemblent. Moi, je me dis, les Picards, c'est un appel aux politiques de Picardie en disant, mais faites une communauté d'hommes politiques picards. Nous avons tous des intérêts à défendre, et l'Oise et la Somme et l'Aisne, à défendre contre la puissance du Nord. Enfin, je vois, là, vraiment, la campagne des régionales qui arrive, je ne vois aucune idée. Hein. Ah non, mais attendez, je ne vois aucune idée neuve. Les gens, comme si, servent encéphalogramme plat. Hein. Oh là 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 là. Mais bon Dieu, quand est-ce qu'on va se réveiller, quoi ? Alors vous évoquez dans le livre, à travers de nombreux exemples, cette incroyable continuité de l'esprit de rébellion, justement, dans cette Picardie qui a donné à la France des frondeurs et des grands révolutionnaires, Condorcet, Robespierre, Saint-Just, Desmoulins, Fouquier-Tinville, Babeuf. C'est justement une réaction au pouvoir central. C'est une sacrée galerie. Hein. Ah, c'est une magnifique galerie. Et des poètes, d'ailleurs. Ils ont commencé en poésie pour quelques-uns. Oui, mais pas très bons. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'ils ont été de bons révolutionnaires ? C'est pas sûr non plus. Ils ont coupé beaucoup de têtes, mais bon... Et c'est une réaction, selon vous, au pouvoir central, le fait que ces conquêtes successives... Entre autres. Vous savez, quand on lit le libelle que Robespierre écrit au Parlement d'Artois, c'est son premier texte, véritablement. Mais c'est incroyable, faudrait le rééditer, ce texte. Il n'est pas tellement disponible, il faut chercher dans les bibliothèques. C'est son premier écrit, c'est Remontrance au Parlement d'Artois. Mais il montre l'incroyable accumulation d'impôts que le pouvoir central, alors que, dit-il, nous étions, et il fait allusion au Moyen-Âge, nous étions libres. Et donc, depuis que la monarchie s'est emparée d'Arras et de l'Artois, ben nous sommes accablés d'impôts. Et il les cite les uns après les autres. C'est très impressionnant. C'est son premier texte politique de rébellion, quoi. Alors, dans votre livre, on l'a évoqué, il y a une présence féminine qui est très importante, c'est celle de Marceline Desbordes-Valmore, née à Douai en 1786, qui a été reconnue par ses contemporains à l'époque, et vous parlez de Verlaine, qui l'a classée dans un article parmi les poètes maudits, aux côtés de Rimbaud notamment. Elle a souvent été chantée, c'est ce qui a permis le passage à la postérité, y compris ces dernières années par Julien Clerc, par exemple, ou Benjamin Biolay. Donc, elle est importante, mais à part elle, où sont les femmes dans votre anthologie ? Je vous retourne la question. Mais non, je vous retourne la question. Je savais que vous alliez me poser cette question-là. Et je vous ai dit juste avant, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je n'en sais rien. Alors, on pourrait, de façon démagogique, se tourner vers la salle et dire... On peut le faire après, bien sûr. Alors, avez-vous des idées ? Avez-vous des explications ? Moi, timidement, mais je ne suis pas convaincu par mon propre argument. Je dis peut-être que l'enseignement... a été très tardivement mixte, mais ce n'est pas une réponse. Pas une réponse. On leur a laissé peu de place, sans doute. Et
peut-être que la postérité a été moins indulgente avec les femmes qu'avec les hommes. Il y a une femme très importante qui a joué un rôle essentiellement dans la légende de Jeanne d'Arc, mais elle avait épousé un Picard. Mais je pense qu'il était suffisamment intelligent pour la laisser libre d'écrire. Et donc Christine de Pisan, une Italienne, ayant épousé un Picard, et qui a été un écrivain absolument phénoménal, Christine de Pisan, et en matière de production et de qualité. Bon, mais on peut l'annexer, quoi, d'une certaine manière. Mais je n'en vois pas, je n'ai pas l'explication, je ne sais pas. Ça mérite des recherches. Alors évidemment, ça pourrait paraître des recherches négatives, dans la mesure où on pourrait expliquer pourquoi pas. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est une société éminemment patriarcale ? Je n'en sais rien. Alors peut-être que là, il y a des sociologues de l'histoire qui pourront m'expliquer, me donner des clés, mais moi, je ne les ai pas. Très honnêtement, je ne les ai pas. Alors sur la genèse du livre, justement, il y a dans cet ouvrage une dizaine de mouvements littéraires qui sont représentés, une soixantaine de personnalités évoquées. Comment avez-vous procédé pour choisir les auteurs, pour exhumer des textes, pour les traduire également en français contemporain ? J'ai travaillé. J'imagine. Comment ? Comme je travaille toujours, je lis beaucoup, j'annote beaucoup, je traduis beaucoup, et j'essaie de trouver de la cohérence, car je crois profondément à une cohérence historique. Il y a une très très forte continuité dans le comportement à chaque époque, à chaque siècle, des élites picardes. Car ce sont des élites. Elles sont incroyablement vivantes, intelligentes, nombreuses, très tournées vers la langue. Mais ça peut se comprendre, après tout. Les gens qui sont entre deux langues, le picard, trois langues, le picard, le français, le latin, parce qu'il y a beaucoup de latinistes parmi eux. Calvin commence à écrire ses De Institutione de l'Ecclesia et de l'institution religieuse en latin, puis le traduit en français, l'écrit en français ensuite. Et donc, ce sont des latinistes extraordinaires, extraordinaires. Jacques Lefebvre d'Étaples, Jean Calvin, l'auteur des Mille et une nuits, le traducteur des Mille et une nuits, Galland. Antoine Galland. Galland. Ce sont des linguistes, mais alors extraordinaires. C'est-à-dire des gens qui sont dans le truchement, quoi, comme le dit Montaigne, c'est-à-dire l'intermédiaire entre les différents peuples, les différentes langues. C'est une des très très fortes, un des points très très forts de la Picardie, ça. Des frontaliers, quoi, d'une certaine façon, de plusieurs cultures. Et je crois que c'est très important, ça, cette notion d'ouverture. Moi, ma Picardie à moi, elle est ouverte au maximum, quoi. C'est l'ouverture absolue, quoi. Surtout qu'on ne se méprenne pas. C'est un brassage des populations avec un fond très solide. C'est ce fond-là que j'ai essayé de poser. J'ai posé un socle. Et puis j'ai envie de dire ensuite, allez, à vous de travailler après, quoi. À vous de construire sur ce socle. C'est un socle cathédral c'est une région forte, très très forte. Et je suis tout près d'inclure la Flandre. C'est vraiment du paternalisme que de dire ça. Mais ils n'aiment pas beaucoup, d'ailleurs, apparemment, les nordistes, quand on dit ça, la Grande Picardie, ça leur plaît pas des masses. Hein. Mais ils n'osent pas être flamands. Alors qu'ils sont flamands, ils l'ont été jusqu'au XVIIe siècle. Il n'y a pas de littérature du Nord avant le XVIIe siècle. C'est quoi ? Il n'y a rien. Enfin, en Flandre, en flamand peut-être. D'une certaine façon, le roman de Renard. Mais ça, il y a plusieurs versions du roman de Renard. Et ce roman de Renard, il est très célèbre aux Pays-Bas, hein, en Hollande et en Angleterre. Reinhard de Volks. Bon, donc, mais je leur dis, mais oui, ils sont où leurs écrivains ? Enfin, quoi ? Bon, ça, c'est une fierté qui est pas mal placée, c'est une façon de dire. Moi, dans le fond, je ne fais ça que pour exhorter le dynamisme de la région. Comment donner confiance, quoi. C'est pas j'ai pas de l'identité, la notion d'un repli, la confiance, avoir de la confiance, avoir des modèles, savoir qu'on part de très loin
une mémoire et qu'il y a des gens qui ont fait des choses merveilleuses, phénoménales dans cette région. Il faut le dire. Ça dépasse de loin la notion de patrimoine. C'est vraiment une sorte d'entraînement. Là, je me promenais tout à l'heure dans les rues d'Amiens. Je vais devenir un peu gâteux, hein, mais bon, vous me pardonnerez, ça commence à venir, quoi. Et donc, dans les rues d'Amiens, mais qu'est-ce qu'il y a comme jeunesse? Qu'est-ce qu'il y a comme jeunes dans ces rues, quoi? Bon, il n'y en a pas beaucoup dans la salle, mais ce sont des petits-fils ou des enfants, et il faut les amener, il faudra les amener à ça. Alors avant de... C'est ouvert à tout le monde, la Picardie, quoi. C'est ouvert à tout le monde, que tout le monde écrive, chante, joue du théâtre, non d'une pipe. Alors avant de donner la parole à la salle, oui, parce qu'on va y arriver. On est dans les temps. On est dans les temps, oui, à peu près. Grâce à votre livre, on en sait beaucoup plus sur ces hommes qui ont donné leur nom à des rues d'Amiens, notamment. Hein, quand on se promène, voilà, Philippe de Comines, Millevoye, Ducange, Boucher de Perthes, Voiture, Gresset, ils sont tous dans votre anthologie, voilà, et d'autres. Par contre, puisqu'on est à Amiens, vous évoquez aussi un écrivain qui est presque ignoré des Picards, qui n'a pas droit à son nom de rue, c'est Pierre-Ambroise Chauderlot de Laclos. Chauderlot de Laclos. Né en 1741. Et pourtant, il est passionnant, cet Amiénois. Amiénois. Peut-être, ça m'étonnerait qu'il ne soit pas dans un des quartiers nouveaux d'Amiens, non? Il y a pas... Pas à ma connaissance. Dans le 13e à Paris, il a sa rue, mais... Chauderlot de Laclos. Les liaisons dangereuses. Ouais. L'auteur des liaisons dangereuses. Il n'est pas resté longtemps à Amiens, il est né à Amiens. Donc il a été militaire, il a été très longtemps un des grands artilleurs de la France. Il a, dit-on, rappelle-t-on, été le créateur de ce qu'on appelle le boulet creux, ce qui a dû démultiplier les dégâts dans les infanteries napoléonienne. Il a traversé tout. La Révolution, Bonaparte, Napoléon. Il a sauvé sa tête de façon miraculeuse. Et c'est un très grand ingénieur. Et dans les moments perdus, il était en garnison à l'île d'Aix, c'est-à-dire au large de la côte d'Aquitaine, hein, de La Rochelle, si je ne me trompe pas. C'est... Bon, là, c'est là que il y a les jeux célèbres, là, les trucs, la télévision. Fort Boyard. Fort Boyard. Donc, il a été chargé de l'île d'Aix, la garnison de l'île d'Aix, la défense contre l'anglais, la marine anglaise. Et, dans les moments de solitude et de loisir, il a composé ce qui, à bien des égards, est le plus grand roman du XVIIIe siècle, et au-delà, Les liaisons dangereuses. Je dois dire que c'est un peu difficile à lire. Enfin, pour moi, j'ai eu un immense plaisir à lire Manon Lescaut. Mais alors là, vraiment, Manon Lescaut, je l'ai pris et je ne l'ai plus lâché, quoi. Je l'ai vraiment plus lâché. C'est vraiment le roman... Ah, mais c'est incroyable. Ah, ce personnage de Desgrieux. C'est Desgrieux, hein. Mm-hmm. Oh là là. Ah, mais comment il est... Ah, mais il est touchant, quoi. Il est devant cette Manon qui est absolument... phénoménal, quoi, phénoménal. C'est très, très beau. Et puis, mais les liaisons dangereuses, c'est dur, c'est rude, c'est dur, c'est violent, c'est... Bon, enfin bref, mais ça a beaucoup de succès au XXe siècle. Hein. Beaucoup de succès, oui. Beaucoup de succès au cinéma. Et il était féministe avant l'heure. Oui, on a publié très récemment de l'éducation des femmes. Oui. Il est comme Condorcet, d'ailleurs. Condorcet, moi, qui est mon favori de tous les révolutionnaires, qui est contre l'esclavage, qui écrit sur l'abolition de l'esclavage, qui écrit sur l'émancipation des femmes, il voit juste tout, partout, hein, sur la peine de mort, mais c'est incroyable, quoi. D'ailleurs, c'est une grande inspiration de Badinter. Mais ce sont des personnages hors dimension, formidables. Donc, comment faire fructifier, comment ne pas oublier ce nom de Picardie ? Eh bien, tout est ouvert, quoi. Il y a toutes les possibilités de commémorer, mais de façon active, de façon joyeuse, tous ces grands noms, de lire sur des scènes, de mettre, non pas au goût du jour, mais de moderniser leur écriture de façon à les rendre accessibles. Mais c'est inépuisable, c'est inépuisable. Cette anthologie, elle n'a de sens que si elle est
elle prend vie, elle prend forme, vie et s'incarne sur les scènes de tous les théâtres. Et donc, oui, je suis très confiant. Ça reviendra, le mot Picardie. Vous savez, le grand effort, il a été fait en 1960, lorsqu'on a redessiné la carte de France. Et donc, surtout 82, Gaston Defferre, les premières collectivités territoriales. Et je me souviens que ça n'a pas été simple d'adopter le nom Picardie et qu'il y a déjà eu beaucoup de tirages, beaucoup de gens qui étaient contre. Bon, c'est vrai que du côté du Valois, on se sent farouchement indépendant. J'ai vu que notre cher président allait faire de Villers-Cotterêts, du château de Villers-Cotterêts, un centre de la langue française. Les travaux sont en cours, oui. Hein? Les travaux sont en cours. 1639, 1639, non, 1539, l'édit de Villers-Cotterêts. J'espère qu'il aura quand même une pensée pour le Picard. Je dis ça avec beaucoup de points de suspension. Parce que j'ai lu son entretien dans la revue Zadig, qui vient de paraître, très cher d'ailleurs. Et donc, il n'est pas très disert sur Amiens et sur la Picardie. Je voudrais bien qu'il ne laisse pas ça à Xavier Bertrand quand même. Là, je sens qu'il y a un grand silence qui tombe sur la salle. Alors, c'est le moment de poser vos questions, justement, si le silence s'installe. Avez-vous des questions? Alors, on ne peut pas passer de micro pour des raisons sanitaires, mais vous pouvez bien entendu vous manifester. Ben oui. Et puis, si on entend mal... Vous vous levez, puis vous enlevez votre masque, et puis voilà, on entend. Et on devrait vous entendre, normalement. C'est bien, super. S'il vous plaît, traduisez-nous le dicton picard que vous avez lu tout à l'heure en picard. Pas picard, mais j'ai pas compris. De Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine. Alors, attendez, que je reprenne. Oui, je vais vous le traduire. Oh, c'est assez proche du français, hein. C'est-à-dire que le verbe tenser, que vous connaissez en français, on tense son enfant. Biochire-le, beaucire-loup. N'écoutez mi, n'écoutez pas. Mère tanchant, mère qui tense, qui gronde, mère grondant, c'est un fût qui crie. Son fils qui crie, qui pleure. Voilà. Tenser, on ne l'emploie pas très souvent, tenser. Jacques, je pense là qu'on a oublié quelque chose peut-être. Oui. Un roman contemporain de Richard de Fournival. Oui. Le roman d'Abladan. Alors, je comprends qu'on l'ait oublié parce que c'est anonyme et il fait 20 pages. Mais, je l'ai lu. Mais dans l'histoire de la littérature, alors il n'a pas été traduit, c'est un mélange de picard, de latin, de français, enfin c'est une bonne bouillie linguistique de l'époque, et donc ça doit être milieu 13e, c'est anonyme, c'est inachevé, 20 pages, mais on pourrait dire que c'est la première fois qu'il y a un roman en français absolument dans la catégorie du fantastique, avec une espèce de, si je me souviens bien, donc Amiens est la plus grande ville du monde, bon ça c'est on sait tous. Dans ce roman déjà au XIIIe siècle, c'est la plus grande ville du monde, et c'est une ville qui est gardée, on pourrait dire aujourd'hui, cette espèce de soucoupe, enfin de drones qui tournent autour de la citadelle, enfin de la citadelle, des remparts, et qui jettent de l'huile bouillante sur les faux empereurs qui voudraient s'emparer de la ville, et de l'or et des diamants sur le vrai empereur qui va bien sûr arriver. Et c'est, il y a de la magie, en 20 pages il y a de la magie, il y a du fantastique, et je trouve que c'est, dans l'histoire de la littérature française, ces 20 pages, certains pensent que c'est Richard de Fournival, mais on n'est pas sûr. Voilà.
je pense là qu'on aurait pu, tu aurais pu, mais j'aurais pu y penser, mettre 2 lignes. Pour la réédition. Oui, non, bien sûr. Il y a, quand tu dis le roman, attends, je te réponds. Le roman solide qui a été écrit à la même époque, c'est de Philippe de Beaumanoir, La mannequine. C'est une histoire assez étonnante qui est une légende qui parcourt toute l'Europe d'une fille qui a un père incestueux et qui se coupe la main pour ne pas justement succomber aux avances de son père, et qui va faire un parcours dans toute l'Europe. Elle va devenir reine, ainsi de suite. C'est très, très étrange. Ça, c'est pour le fantastique. Le roman d'Abladen, tu habites tout près de la rue Abladen, tu as peut-être noté, Saint-Acheul. Et donc, je l'ai lu, moi, il y a de ça très, très, très longtemps. Ça m'avait un tout petit peu inspiré, d'ailleurs, pour un texte, mais j'ai trouvé que c'était vraiment, ça décollait trop du réel. C'est une fiction trop floue, trop imprécise. Et bon, je n'ai pas donné suite, mais oui, mais il y a déjà 400 pages là dans ce roman, et j'en ai oublié de la même façon que tu m'avais signalé à juste titre cet auteur du XVIIIe siècle qui s'appelle Grainville, qui a habité Saint-Leu. Mais non, on ne l'a pas loupé. On ne l'a pas loupé. J'ai mis une petite notice biographique, mais il a écrit Le Dernier Homme, c'est ça, je ne me trompe pas. Et très curieusement, Mary Shelley, l'autrice qui a créé le personnage de Frankenstein, la femme du poète Shelley, et qui a écrit Frankenstein, a écrit The Last Man, Le Dernier Homme. Et en fait, ce Grainville, d'une certaine façon, a laissé une œuvre qui a été découverte par des Anglais vivant à Saint-Leu, et qui avait comme secrétaire, tout à fait au début du XIXe siècle, un certain Charles Nodier. Oui. Des espions, certainement, d'ailleurs. Il n'y a que des espions à Saint-Leu, c'est pas difficile. C'est plein d'espions. Je ne sais même pas pourquoi je te fréquente, d'ailleurs, parce que là, franchement... Dans ce roman, Amiens était la plus grande ville de l'univers. Parce que... Abladen, non. Et il s'appelait Abladen. Oui, bon, d'accord. Bah écoute, c'est un but, hein, il faut redevenir la plus grande ville de l'univers. Voilà, effectivement. D'autres questions peut-être ? Allez. Tout en haut. Ah, tout en haut, pardon, oui, d'accord, on vous entend. Vous évoquiez tout à l'heure les plages du Nord, et en fait ça m'a fait penser à un peintre sur lequel vous avez travaillé, vous avez fait un texte magnifique sur Bruegel. Oui. Et je voulais savoir justement le travail que vous avez fait sur Bruegel et la manière de compenser son œuvre était en continuité avec le travail que vous faites sur l'imaginaire picard. Comment vous situez l'image, les images de Bruegel dans cet imaginaire picard, cet imaginaire du Nord? Bruegel est pour moi peut-être le premier peintre, comme pour beaucoup de nous tous, dont j'ai connu les images. Et très enfant, et ça c'est un autre aspect que je n'arrive pas à m'expliquer de ma personne, mais c'est très bien ainsi, j'ai un tropisme extraordinaire vers la peinture flamande et néerlandaise. Alors ça, je ne peux pas l'expliquer. Et donc, ça remonte, j'ai des ancêtres qui étaient peintres, et donc... Bon, je suis attiré de façon extraordinaire par... Alors, Bruegel a été le premier. Et puis, comme je habitais un village à quelques kilomètres d'Abbeville, et que j'étais toujours dans les fermes, j'avais une habitude, j'adorais les fermes, j'adore toujours les fermes. Et donc, je voyais dans les fermes, dans les cuisines très souvent, les calendriers des postes. Et les calendriers des postes, immanquablement, à l'époque, reproduisait les fameux chasseurs dans l'hiver de Bruegel. Et donc, toutes ces choses-là se sont confondues. J'ai moi-même chassé, j'avoue, honteusement, mais j'étais un chasseur assez moyen, pour ne pas dire médiocre, donc je n'ai pas fait beaucoup de dégâts. Et donc, je chassais dans les villages, autour des villages, dans ce qu'on appelait le tour des haies.
et les champs, les pâtures, ainsi de suite. Et donc, je me suis inculqué un sens du paysage agricole picard exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que, par exemple, en tant que chasseur, j'allais toujours vers le nord du territoire. Je ne pouvais pas aller vers le sud. Je sais encore très précisément quel endroit. Au sud, c'était Francières. Alors je me dis, bah oui, avec tout le cirque et le cinéma que je me fais, je dis oui, c'était la France d'hier. Et j'allais vers Buigny, Yaucourt et Saint-Riquier. Et je montais vers le nord. Mais vraiment, quoi, je ne pas me conduisais comme si j'avais été magnétiquement attiré vers le nord. J'ai un tropisme vers le nord qui doit remonter très loin, très très loin. Et donc Bruegel, pour moi, c'est mon premier peintre. Et depuis, là, j'ai un énorme livre de peinture d'une école qu'on ne connaît pas en France. Si certains d'entre vous la connaissent très très bien, c'est l'école de Gand, ou plus exactement de la Lys. En flamand, c'est la Ley. La Lys qui va se jeter dans l'Escaut à Gand. Et dans la Lys, il y a un petit village qui s'appelle Latem. Et là, il y a eu une école dans les années 1880, 1910, 1920, qu'on appelle l'école de Latem, avec des noms comme Theo van Rieselberg, Léon de Smet, et puis surtout Ernest des Sadler et Constant Permec. Et alors, ces peintres-là, moi, je me dis, ah non, mais là, ça va loin, quoi. Ça va loin. Et donc, c'est des descendants de Bruegel. D'ailleurs, ils adoraient Bruegel, des descendants de Bruegel dans le monde moderne, dans le monde du début du XXe siècle. C'est-à-dire que je ne suis pas très impressionniste, mais je suis très expressionniste. J'aime beaucoup les expressionnistes. Spiliart, Tensor, enfin tout ça. Mais ne me mettez pas sur le sujet parce que après je vais plus arrêter. Je vais plus arrêter. Non, mais merci. Oui, Bruegel, j'adore. Absolument. C'est un peintre. Il est tellement devenu banal, ce peintre-là. Il a tellement été banalisé qu'on oublie à quel point c'est un révolutionnaire. D'un seul coup, ça n'est plus un peintre religieux. Il a toujours un rapport à la religion, mais un rapport humain à la religion. Il y a ce tableau extraordinaire qui s'appelle La Crucifixion, le portage de croix, où l'on voit un premier plan, il y a des gens qui galopent, il y a des femmes qui sont assises sur des collines, enfin sur des monticules, choses comme ça. Puis tout à fait dans le fond, il faut presque avoir une loupe pour le voir. Il y a le Christ qui porte la croix et puis il y a le gibet qui est un peu plus haut. Ben oui, tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde s'en balance, quoi. S'il a envie d'être crucifié, ben qu'il soit crucifié, quoi. Après tout, ça le regarde. On avait une question. Voilà. Pardon. On avait une question, je crois, monsieur, par exemple. Comment percevez-vous les œuvres de Paul Boulogne, je pense à Chute lutteux notamment? Chute lutteux, Paul Vimereux, j'ai lu, oui, bien sûr. Ah, c'est un bijou. Je sais que Robert Mallet adorait cet auteur, et que d'une certaine façon, il a fait une suite en quelque sorte avec pas les grands rivages, mais les rivages incertains, les rives incertaines. Il parle de Paul Vimereux, autant que je me souvienne là-dedans. En tant que chasseur maritime, parce que mon père côtoyait des instituteurs de Saint-Valery et de Salnel, dont un chasseur absolument légendaire, j'ai été bercé par des histoires de chasse à la hutte, de migration d'oies sauvages, de sarcelles, de souchets, de pilets, bref, tout ça. Et ça m'a composé une grande partie maritime, quoi, d'une certaine façon. Paul Vimereux, oui, c'est une... J'ai connu l'incarnation de Chute le Hutteux. Je l'ai connu. Mais là, la littérature, elle joue dans les deux sens. La personne que j'ai connue était une incarnation de Chute le Hutteux, mais sans doute parce qu'il avait lu lui-même Chute le Hutteux. Donc il s'était modelé sur le caractère littéraire. La littérature est d'une importance, mais colossale, capitale. Qu'est-ce qu'on ferait sans la littérature? Mais rien. Mais on serait nuls. Mais vraiment, hein, franchement, quoi. Vraiment.
Robert Mallet, parenthèse, il n'aurait jamais laissé Picardie être débaptisée. Plus de questions? A priori non. Eh bien, si vous n'en avez pas d'autres des questions, nous allons nous quitter avec du champagne, mais alors, à défaut de pouvoir partager... Ouais, c'est un peu sec. Voilà, mais bon. C'est un peu sec en attendant mieux, mais c'est déjà quelque chose d'avoir vos verres. Voilà, à défaut de... c'était une façon de vous dire, écoutez, j'y suis pour rien, mais la prochaine fois, je vous promets que ce sera champagne pour tous. Eau de champagne, Jacques Barras. Connaissez-vous beaucoup de vins, de boissons qu'on empoigne par le nom, par le pied de verre, par la coupe, par la flûte, qu'on élève en l'air devant soi tout en élevant la voix. Champagne. Champagne. Feriez-vous la même chose avec la bière? Bière. Bière. Le Beaujolais? Beaujolais, Beaujolais. Le Bordeaux? Non. Bordeaux, à moins d'être Rive-Mort au 40e ballon. Alsace, au 40e ballon d'Alsace. On comprend, on compatit, l'ascension a dû être pénible. Champagne, le couronnement de l'exclamation, la bulle royale, la bulle papale, le sacre du gaz carbonique. Non. Si. Voyez, CO2 grimpé par toutes ces échelles, comme une population d'anges, comme une course de marins dans la hauteur, les cordages. Champagne, j'appareille, je navigue dans le temps, dans la craie. Vous reprendrez bien un peu de mon Tria? Comment trouvez-vous mon Crétacé? Ne faites pas attention à la bélémnite dans le fond. Comment ça, un reptile dans votre champagne? Je le dirai à mon énologue. Mon marieur de cépage, il a dû se tromper d'air. Le champagne remonte au Mésozoïque. Le saviez-vous? 60 à 200 millions d'années environ. Une paille, une bulle. Comment cela? Vous avez noté un fond de gymnosperme? Tirez plus fort sur le tuyau, c'est que le temps aura mal dégagé, dégorgé, millésimé, vous n'êtes pas sérieux. Millionisimé, millionicentimisé. Jéroboam, plus Mathusalem, plus Salmanazar, plus Nabucodonosor, bibulé, biblionné, biblonné. Faites le compte autant que vous voulez, vous n'y êtes pas. Vos bouteilles ne sont pas assez fortes. 200 millions d'années, le verre explose. C'est périlleux, la préhistoire, sous forme liquide. Aïe, aïe. D'ailleurs, voyez le nombre de veuves, les cliquots, les pommeries, les perriers, les devots. Il fallait des dames pour prendre le bon chemin. Trop vite explosés, les maris. Trop près des verres. Trop proche de la bouteille, de la pression des gaz, eussent dû mettre un masque. Vous avez vu l'hécatombe? Les cimetières de croix sur les coteaux de la Marne? Toute cette année, cette armée de buveurs-goûteurs amenés en taxi depuis Paris, paf, boum! Ah mais qu'est-ce qu'on s'amuse! La fête aux Allemands, aux Français, directement à la vigne, à la veine. Mise en perce immédiate des fûts, fuite de sang, service des transfusions, du gaz à la gaz directement. Tout cela par amnésie pure et simple du temps qu'il aura fallu pour élever, éduquer, tailler, retailler ces petits buissons encordelés à feuilles rouges à l'automne, ces grappes de pinot noir, de pinot blanc, travail de craie, falaise, mise à sécher à la sortie de l'océan, passage, repassage, rétamage du même soleil, 100 millions d'années, enfin, nous nous rapprochons du XVIIIe siècle, Mozart, Bach, Voltaire, Diderot, mes légers, mes aériens, Champagne, vous allez vous ruiner, monsieur Ruinard.
Lévis, Lévis, j'élève mon verre vers le soleil, mon verre solaire. Le monte au ciel, me monte au ciel avec l'irrépressible respiration des âges. Batracien, sec, crapaud joyeux, crapahuteur de l'air. Nouvelle ammonite monacale. Oui, la lumière, il faut la boire, il faut la croire, il faut aimer la conversion qu'elle accomplit, les yeux, la bouche, dans l'ordre du temps. Chapeau champagne. Nous nous décoiffons, nous nous découronnons royalement à Reims. Toutes les fois que lèvres nous portons le breuvage, le veuvage, le coquelicot du sacre carbonique temporaire, temporel, que la craie créa. Vive la craie! Vive la craie! Action! Merci. Merci. Vous pouvez retrouver Jacques lors d'une séance de dédicace. Ça se passe à l'extérieur, hein, je crois, Philippe. Oui, voilà. Tout Picard que j'étais en dédicace, Jacques. C'est maintenant. Et merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup. Merci à vous.